Jessica Sofia Thomas Biscaya n'avait que 3 ans lorsqu'elle a perdu la vie dans un tragique enchaînement de violences et de misère. Sa mort est devenue une sombre et déprimante histoire où elle seule était innocente. Les auteurs matériels de ce crime sont déjà en détention provisoire et attendant leur procès. Les funérailles de Jessica se sont transformées en un immense procès populaire, où les habitants de Setúbal, une ville portugaise située dans la région métropolitaine de Lisbonne, pointèrent du doigt et menacèrent de mort celle qu'ils considéraient comme la véritable coupable de la tragédie. La mère de Jessica, je suis Marcos, soyez tous les bienvenus. Et les amis, l'affaire que je vais vous présenter aujourd'hui est particulièrement morbide et triste. Ceci est un avertissement. Et passons aux faits. Le matin du 20 juin de cette année, Inès Thomas est arrivée chez son compagnon avec sa fille dans les bras. La petite fille avait des blessures visibles au visage et était complètement immobile. Paulo Amancio n'a pas réussi à comprendre ce qui se passait car il croyait que sa belle-fille était partie en colonie de vacances. Inès a dit qu'elle était tombée d'une chaise à la crèche et qu'un médecin avait prescrit un médicament appelé Atarax, un antihistaminique dérivé de la pipérazine et utilisé comme calmant. C'est pour cela qu'elle dormait si profondément. Paulo a compris que ce n'était pas le moment de confronter Inès aux contradictions de cette version. Mais il n'était pas nécessaire d'être détective ni médecin pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Il a probablement pu penser que, dans la colonie de vacances, il y avait peut-être une crèche. Il y a un peu plus d'une semaine, le couple a reçu la visite d'un assistant social à son domicile, situé dans un quartier pauvre de Setúbal. La visite devait servir à examiner l'entrée de l'enfant dans une crèche communautaire. Et voyant que tout semblait apparemment bien, l'assistante a informé que Jessica serait bientôt acceptée, où elle pourrait s'intégrer dans un environnement sain et côtoyer d'autres enfants. Cependant, ce que l'assistante sociale ne savait pas, c'est que la vie de cet enfant n'avait rien eu de facile. Bien qu'elle n'ait eu que 3 ans ayant fêté son anniversaire le 26 janvier dernier, Jessica avait déjà beaucoup souffert. Tout d'abord, la relation de la mère avec son père biologique, Nelson, l'ancien compagnon d'Inès, était conflictuelle, avec de fréquents épisodes de violence physique et psychologique auxquels la petite fille assistait et dont, indirectement, elle finissait par souffrir. La mère et la fille ont même vécu dans la rue lorsque la relation entre Nelson et Inès est devenue intolérable et qu'elles ont été forcées de quitter la maison. Rien que les proches de la femme n'ayant déjà vu auparavant. Inès Thomas avait 37 ans et Jessica était déjà sa 6e fille. 4 vivaient avec leur famille. L'aînée a été placée en institution à la demande de sa propre grand-mère, la mère d'Inès. Pour vous donner une idée, dès le premier mois de vie, Jessica a été suivie par le centre hospitalier pour les enfants et les jeunes en danger de Setúbal, qui, à son tour, a ouvert une procédure de promotion et de protection auprès de la Commission de protection des enfants et des jeunes, la Commission de protection des enfants et des jeunes, en raison des violences que le père biologique infligeait à sa compagne. La police se rendait régulièrement au domicile du couple, en raison des plaintes des voisins. Après cela, la fillette a été suivie par la Commission de protection des enfants et des jeunes jusqu'en février 2019, lorsque le ministère public a estimé qu'il n'y avait pas d'indice de mauvais traitement ou de négligence parentale et que la procédure a été classée. Malheureusement, il n'existe pas de moyens ni de capacités humaines, techniques ou logistiques suffisantes pour que les enfants en danger soient réellement protégés par l'État. Comme dans de nombreux autres pays, cette bureaucratie constitutionnelle n'est rien d'autre qu'un immense patchwork. Après tout, aucun manuel de bonnes intentions n'est capable d'intervenir à temps. La réalité est au moins misérable et parfois, il devient plus qu'évident l'incapacité de protéger un enfant en danger. Bien qu'Inès ne vive plus avec le père de Jessica, cela ne signifiait pas la fin de la violence. Très souvent, en réalité, cette violence s'intensifiait. Après un certain temps, l'ex-compagnon d'Inès est parti aux Pays-Bas à la recherche de travail. Et maintenant, elle était libre,
Elle pouvait enfin reprendre sa vie, rencontrer une bonne personne et mener une vie normale. C'est à cette époque-là qu'Inès a rencontré Polo et qu'ils ont décidé de vivre sous le même toit. Une petite maison modeste où l'enfant n'avait pas de chambre, mais seulement un coin. Jessica n'a jamais eu le choix. Elle est née dans la pauvreté, une certaine forme de misère structurelle, à bien des égards héréditaires, que la société, au fond, n'est pas capable de reconnaître. Au cours des 3 années de sa courte vie, elle n'était pas seulement une enfant témoin de la violence à la maison, mais elle est aussi devenue la cible de cette violence démesurée. Elle a commencé à apparaître avec des marques sur le corps, mais elles n'étaient pas aussi visibles que celles qu'elle présentait le matin du 20 juin de cette année. C'est Polo Amancio qui a fait le premier rapport des événements à la police. Quand cette affaire est devenue médiatique, pour la raison la plus néfaste. Il se trouve que, lorsque Inès est arrivée ce jour-là, la fillette semblait très somnolente. Mais ils ont déduit que cela pouvait être l'effet du médicament. En silence, Paolo savait que les blessures de la fillette n'étaient pas compatibles avec la version d'une chute accidentelle. Les blessures au visage étaient très évidentes. Inès avait quelque chose à cacher, quelque chose qui pesait sur sa conscience. Pourquoi n'a-t-elle pas emmené sa fille directement à l'hôpital en allant la chercher? Où était-elle? Supposément dans cette fameuse crèche dont Paolo ignorait l'existence. Non seulement Paolo, mais pratiquement tous ceux qui connaissaient le couple croyaient que Jessica était en colonie de vacances. Rien n'avait de sens. Pendant ce temps, Jessica restait inerte. Au début de cette soirée-là, vers 18h, Inès a finalement pris son courage à deux mains et a appelé les urgences. À partir de ce moment-là, ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Malheureusement, un temps que Jessica n'avait pas. Les ambulanciers se sont rendus d'urgence au domicile. Sur place, ils ont vu que la jeune fille avait des taches violettes sur le visage, les bras, les jambes, des ecchymoses à l'abdomen et les pupilles totalement dilatées. Selon l'équipe de secours, l'état des pupilles montrait l'évidence. Quelque chose de très grave était arrivé à cet enfant. Cela pouvait signifier deux choses, ou les deux à la fois. Signe de plusieurs heures de souffrance ou de blessures et de traumatisme à la tête. L'ambulance s'est précipitée vers l'hôpital de São Bernardo, à Setúbal. Inès accompagnait sa fille impuissante et a évité l'inévitable. Malgré les manœuvres respiratoires et les tentatives répétées de réanimation, malheureusement, Jessica n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée dans les bras de sa mère avant même d'arriver à l'hôpital. Le médecin n'a pu que constater le décès. Et, face à la mort d'une enfant de seulement 3 ans dans des circonstances objectivement violentes, il a alerté les autorités policières, ayant constaté environ 57 marques de coups. C'était une affaire pour la police judiciaire de Setúbal, car c'était un crime. Il n'y avait aucun doute, même si les circonstances restaient encore entourées de mystères. Les larmes d'une mère qui venait de perdre sa fille ne pouvaient pas parler pour elle. Et, même en état de choc, Inès devait fournir une explication cohérente à l'étendue des blessures qui ont conduit sa fille à la mort. L'affaire a rapidement fait la une des médias portugais, puis mondiaux. Bien qu'il ait été prouvé qu'Inès avait été victime de violences domestiques toute sa vie, il ne fallut pas longtemps pour qu'elle devienne la principale suspecte, avec son compagnon Paul. La pression était très forte, Inès n'était pas habituée à la présence de caméras et de micros braqués sur elle, sans parler d'une légion de journalistes devant sa porte. Malgré tout, elle a resté aussi forte que possible, donnant la même version qu'elle avait donnée à son compagnon lorsqu'elle était rentrée à la maison, la fillette dans les bras. Cependant, elle n'était pas capable de répondre aux questions les plus basiques. Dans quelle colonie de vacances Jessica se trouvait-elle? Quel était le nom de la crèche et qui était le médecin qui avait prescrit l'atarax? Inès ne faisait que pleurer, tandis que beaucoup, partageant le deuil, compatissaient. Tout le monde avait besoin d'une réponse, mais Inès ne disait rien lorsqu'on l'interrogeait sur les détails. En général, elle restait silencieuse, pleurait, secouait la tête négativement et ne répondait qu'aux choses de basiques, comme son nom, le nom de sa fille et l'endroit où elles habitaient.
Cette situation s'est transformée en un feuilleton tragique dont les protagonistes étaient eux, les journalistes et la principale suspecte du crime le plus odieux. C'était elle, Inès, qui continuait avec les contradictions d'une fiction qu'elle avait elle-même créée. Sa souffrance était aussi évidente que le mensonge. Assoiffés de la grande nouvelle, les journalistes s'entassaient devant la maison de la femme, au point qu'elle ne pouvait plus sortir. Jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à la convaincre de donner une interview exclusive. Le journaliste a été autorisé à entrer dans la résidence pour voir où la fillette dormait et s'est rendu compte des conditions de précarité dans lesquelles elle vivait. Dans la maison, il n'y avait ni photo ni jouet de Jessica. Les enquêteurs du département de police de Setúbal, qui avaient déjà fouillé la maison d'Inès le matin du 21, ont aussi relevé quelque chose d'étrange. Dans la résidence, il n'y avait même pas de vêtements de Jessica, ni de photos, ni aucun indice qu'un enfant vivait là. Paulo Amancio a expliqué que le couple avait décidé de jeter les vêtements à la poubelle pour ne pas raviver le souvenir douloureux. La chambre du couple était complètement en désordre et il y avait des déchets partout par terre. Cela ne sonnait pas bien pour l'opinion publique, de plus en plus avide de réponses. Le fait est que le principal soupçon est tombé sur Inès et Paul, mais ensuite, toute l'attention s'est portée sur Inès. Qu'il s'agissait d'un crime, plus personne n'en doutait. Avant de partir pour le Portugal, le père biologique a déclaré par téléphone aux journalistes que la mère maltraitait régulièrement sa fille. À ce moment-là, il suffisait qu'Inès admette être l'auteur matériel de l'homicide, le verdict ayant déjà été rendu par tous. Les résultats de l'autopsie ont été rendus publics le mercredi 22 juin et ont apporté des preuves accablantes sur l'étendue de la cruauté de ce crime. Cela ajouté aux innombrables contradictions de la mère. Cela devenait alors incontrôlable. Sur n'importe quelle chaîne, de n'importe quel diffuseur, à n'importe quelle heure de la journée, si vous allumiez la télé, quelqu'un parlait de la mort de la petite Jessica. Pendant ce temps, la police poursuivait son enquête de manière discrète, afin de ne pas perturber le déroulement des événements. De plus, le rapport d'autopsie a écarté les soupçons d'abus sexuels. Les enquêteurs ont choqué tout le monde avec la possibilité de l'existence d'une nourrice, ce qui a fait tomber à l'eau les versions de la colonie de vacances et de la crèche, auxquelles peu de gens croyaient. Il est des vrais. Rapidement, l'attention s'est tournée vers ce nouveau personnage, jusque-là anonyme. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde le sache. Jessica avait été confiée aux soins d'une dame de 52 ans, appelée Anna Cristina, connue de tous sous le nom de Tita. La femme vivait à quelques pâtés de maison de chez Inès. Tita vivait avec Justo, son mari de 58 ans, Esmeralda, leur fille de 27 ans, et une petite fille du même âge que Jessica. Ce qui est étrange, c'est que Tita n'était pas connue pour offrir des services de babysitter. Sous pression, Inès a fini par céder et a tout avoué. Cependant, à ce stade de l'histoire, Tita et toute sa famille avaient déjà fui Setúbal. Inès a dit aux policiers que Jessica jouait souvent avec la petite fille de Tita, qui avait son âge. Selon elle, un jour, la femme a attiré la fillette chez elle et l'a empêchée de sortir, disant qu'Inès devait payer la somme de 400 € si elle voulait récupérer sa fille. Ce montant correspondrait à un travail que Tita aurait effectué pour la femme et qu'elle n'avait pas encore payé. En réalité, ce travail serait un sortilège d'envoûtement amoureux. Tita prétendait contrôler les forces de la magie et a promis à Inès qu'aucun homme ne l'abandonnerait plus jamais. Apparemment, la relation entre Paulo et Inès n'était déjà plus bonne, ce que Paulo confirmera plus tard à la police. Inès ne pouvait pas savoir que cette commande provoquerait la mort de sa fille de 3 ans et, pour aggraver les choses, sa séparation. Après tant d'expositions, le beau-père et la mère de Jessica ont demandé une protection policière, mais seul lui est rentré à la maison. Inès est allée chez sa mère. Ce même jour, la famille de Tita, qui était en fuite, a été arrêtée par la police dans une maison abandonnée du quartier Cova das Faias, à Leiria. Tous ont été conduits au commissariat de Setúbal où ils devaient être interrogés. Le matin du 23 juin, la police de Setúbal a publié un communiqué officiel à la presse qui disait ce qui suit.
à la suite du décès d'un enfant de 3 ans survenu le 20 juin dernier. La police judiciaire, par l'intermédiaire du département d'enquête criminelle de Setúbal, a localisé, identifié et arrêté un homme de 58 ans et 2 femmes âgées de 52 et 27 ans. De forts indices pesant sur eux concernant la commission des crimes d'homicide qualifié, de coups et blessures graves, d'enlèvement et d'extorsion. De cette façon, les 5 jours qui ont précédé la mort de Jessica étaient expliqués. Ce qui restait inexplicable, c'était encore la véritable raison de la torture et de la violence extrême à laquelle la petite Jessica avait été soumise. Tita a commencé à être appelée sorcière par les médias. Et même avec l'auteur matériel du crime arrêté, la justice populaire avait déjà concentré sa colère sur une autre personne qui aurait facilité tout cela. La mère, Inès n'était pas encore libérée de la culpabilité et le peuple de Setúbal était prêt à transformer sa vie en un véritable enfer. Et l'enfer a éclaté ce même jour pendant la veillée funèbre de Jessica Biscaya. Dans une chapelle locale, les émissions de télévision suivaient en direct le théâtre du malheur humain à l'extérieur d'une petite chapelle. L'arrivée de Nelson, le père biologique, a attiré une foule à l'extérieur. Malgré la protection policière, il y avait beaucoup de monde. Peu à peu, de nombreuses personnes animées par un sentiment de justice formaient déjà une foule en colère. Lorsqu'Inès est arrivée pour veiller le corps de sa fille, sous escorte policière, une foule de justiciers a crié à l'unisson « Assassine! Assassine !» Les gens se sont rués comme des chiens affamés à la recherche d'un os à ronger. Les policiers ont essayé de maintenir l'ordre avec difficulté et beaucoup de patience. Ils ont remarqué que la présence d'Inès dans la chapelle représentait un danger pour tous, mais elle était déterminée à faire ses adieux à sa fille. Cependant, les gens ont senti que c'était le moment d'une insurrection populaire. Dans une version de banlieue du livre classique Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski. Les télévisions suivaient en direct. Au milieu de la foule avide, le grand-père maternel de Jessica a trébuché et est tombé par terre. Le beau-père de la fillette a demandé de respecter la douleur de la famille, mais même ses proches semblaient incapables de contenir leur révolte. La grand-mère paternelle de Jessica a eu une réaction de fureur, traitant la mère de la fillette d'assassine et de monstre. Les gens tentaient à tout prix d'agresser Inès, et profitant de la confusion, une femme s'est approchée du cordon de police et a réussi à lui donner un coup de poing. Les esprits se sont encore plus échauffés, et, sans la police, un lynchage aurait été diffusé en direct à la télévision portugaise. Inès a réussi à arriver à la veillée funèbre en entrant dans la chapelle, sous une forte escorte policière et un chœur d'insultes autour d'elle. Mais on lui a conseillé de quitter les lieux. Et elle a réussi à sortir avec sa mère, toutes deux giflées par la foule en furie, puis elles sont montées dans un véhicule de police. À l'intérieur, Inès a simulé un malaise, mais s'est vite remise. À la fin de la journée, même avec les portes de la chapelle fermées, personne ne voulait partir, croyant qu'Inès reviendrait, mais elle n'est pas revenue. À 10h du matin, le 24 juin 2022, date fixée pour les funérailles de Jessica. Une foule se formait déjà devant la porte de la chapelle de Notre-Dame de l'Annonciation, non loin de l'avenue Louise Todi, à Setúbal. Une nouvelle fois, un important contingent de police a tenté d'apaiser la population, comprenant la délicatesse de la situation et l'alarme sociale provoquée par la mort d'une enfant, surtout dans les circonstances que tout le monde connaissait. Des centaines de policiers ont vidé les rues et bloqué les passages avec leurs véhicules, ce qui n'a pas servi à grand-chose. Mais malgré la révolte, tout le monde devait respecter la douleur de la famille, qui était là pour honorer la mémoire de la petite Jessica. Mais l'ambiance autour était une véritable bombe à retardement alimentée par le cirque médiatique. La foule a commencé à se calmer lorsqu'elle a appris qu'Inès ne serait pas présente aux funérailles. Mais malgré cela, tout le monde restait attentif. Sans la moindre gêne morale, les journalistes continuaient à répéter les détails les plus sordides de cette tragédie. Au milieu d'une guerre pour l'audience, l'histoire de la petite Jessica a pris une tournure de plus en plus macabre. Et cela n'a fait qu'alimenter la bestialité des centaines de pères et de mères révoltés par le crime et sans la moindre pudeur.
Soudainement, dans les chaînes de télévision locales ont commencé à annoncer qu'Inès était en route pour les funérailles de sa fille. La nouvelle a explosé comme une bombe nucléaire. Et la situation est devenue complètement insupportable, frôlant la folie. Mais personne n'était sûr que la nouvelle soit vraie ou non. Pour vous donner une idée, de nombreuses personnes ont commencé à traquer la fameuse voiture de police qui devait emmener Inès jusqu'au cimetière. Il est devenu clair pour tout le monde qu'il n'y aurait aucune trêve possible et que ce qui s'était passé la veille dans la chapelle n'était qu'un avant-goût de ce qui allait se produire. Pour beaucoup, le lynchage serait cette fois inévitable. Les mêmes qui, la veille, avaient transformé la veillée funèbre de Jessica Sofia Thomas Biscaya en un feuilleton morbide de banlieue étaient là, avec une énergie renouvelée et une soif irrésistible de vengeance. Iné y est allée en cachette, déguisée, mais elle y est allée, sans que personne ne s'en rende compte, à l'intérieur du corbillard. Ce qui s'est passé ensuite a été un spectacle absolument dégradant. Quand le cercueil de la fillette a été descendu vers le cimetière, une folie collective incontrôlable a éclaté. Les journalistes ont perdu tout sens du journalisme, les gens ont perdu leur humanité, même les principes les plus élémentaires de respect envers une enfant décédée. Là, le cercueil d'une fillette de 3 ans, victime du destin, victime de la misère, victime des circonstances, était la plus innocente de toutes les personnes présentes. Quand elle est partie vers sa dernière demeure, le cortège suivait le véhicule funéraire où sa mère, en deuil, faisait tout son possible pour se cacher de la foule. Au bord de la route, tout ressemblait plus à un convoi militaire poursuivant l'ennemi qu'à une marche funèbre. Un mélange de justice populaire transmettant sans filtre une tragédie humaine bien en dessous des 7 pieds de sa nature. La mère de Jessica n'a pas pu sortir de la voiture funéraire et soudain, quelques personnes l'ont reconnue. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à frapper violemment sur les vitres, l'accusant de la mort de sa fille, réclamant sa vie. Personne n'était là pour veiller la pauvre enfant, en réalité tous ne voulaient que la vengeance. La grand-mère paternelle, après avoir jeté une poignée de terre sur le cercueil de sa petite-fille, s'est jointe au justicier. Le père biologique de la fillette a pris la pelle du fossoyeur et a commencé à enterrer sa fille. Comme s'il était sur un chantier, comme s'il voulait accélérer le temps. Les gens pleuraient, criaient, couraient, filmaient et parlaient au micro. La voiture funéraire où Inès se trouvait est sortie à toute vitesse du cimetière, comme si elle fuyait le lieu d'un crime. La foule l'a poursuivie et ce n'est qu'ainsi que cette pauvre fille a finalement trouvé un peu de paix. 3 personnes, Tita, son mari et leur fille, sont finalement en prison pour la mort de l'enfant. Tous attendent encore les délibérations légales du juge responsable pour seulement alors, enfin, passer en jugement. Quoi qu'il en soit, pendant que l'on détermine la responsabilité pénale dans la mort de la petite Jessica Biscaya, il y a d'autres points adjacents qui méritent réflexion. Le premier est objectif et de bon sens. Si un enfant a été signalé en situation de danger, a été protégé et suivi par les autorités, il y a des personnes responsables d'assurer son bien-être. D'autant plus qu'un assistant social a confirmé qu'elle vivait dans un foyer confortable. Vous qui suivez la chaîne, mes chers amis, vous savez bien que l'histoire se répète, n'est-ce pas ? Jessica est morte violemment aux mains de tiers. Quoi ou qui que ce soit qui ait échoué dans ce processus a gravement failli. Inès reste sous la responsabilité de l'État jusqu'au développement finaux du processus et sa localisation est gardée strictement secrète. Elle n'a fait aucune autre déclaration sur l'affaire et sa relation avec Paolo Amancio a pris fin. Le jeudi 21 juillet, son avocat a déclaré qu'il envisageait son départ du Portugal pour des raisons de sécurité. S'il y a des mises à jour sur l'affaire, je les épinglerai dans les commentaires, d'accord ? Nous clôturons donc cette affaire, hélas sans dénouement juridique pour l'instant. Merci pour votre compagnie. À bientôt pour le prochain épisode.